En pleine nuit, une voiture se trouve sur le côté de la route. Ce qui est étonnant est qu'il n'y a personne à son bord. Il n'y a pas d'affaire non plus. Et tout semble normal, si ce n'est le pneu dégonflé qui expliquerait peut-être que le ou la propriétaire ait délaissé son véhicule ainsi. Sauf qu'une personne va trouver cette voiture, et elle va très vite comprendre que la situation est grave. Et elle a raison, la catastrophe est proche. Elle s'est peut-être même déjà produite. Juste avant qu'on ne débute, laissez-moi vous parler de ce livre, Elite Game. Ce n'est absolument pas une sponsor rémunérée, je vous en parle parce que Antinea Kane, qui est l'autrice de cet ouvrage, est également présente sur la chaîne de temps en temps. Vous ne la voyez pas, tout simplement parce qu'elle participe à l'écriture de scripts sur certaines histoires, et elle a écrit ce livre. C'est un roman qui est déconseillé aux moins de 16 ans, c'est une romance, alors déconseillé aux moins de 16 ans parce qu'il y a une situation un peu hot, on va dire, à un moment donné, mais ça ne change rien à la qualité de l'histoire, croyez-moi. L'autrice nous plonge dans le domaine des élites, des riches personnes qui ont une vie finalement un peu monotone, et pour se débarrasser de cette monotonie, vont faire des choses un peu curieuses. Effectivement, la jeunesse de Princeton aux États-Unis se lance des défis pour s'amuser. Et ces jeunes personnes vont s'en lancer un, il va falloir séduire une fille pour être certain que l'un des garçons puisse décrocher un rendez-vous avant que les autres profitent de ce rencard pour aller cambrioler la maison de la fille. Sauf que, bien entendu, cela ne va pas se passer aussi simplement que ça, et il va y avoir énormément de secrets qui vont être révélés, plein d'intrigues aussi. Le livre fait environ 400 pages et il vaut le coup. Il a donc été rédigé par Antinea Kane aux éditions Addictive, ce n'est pas son premier roman et vous pourrez le trouver dans toutes les librairies au format physique, donc à la Fnac, Cultura ou encore Leclerc Culture, et en format dématérialisé en e-book. Le livre s'appelle Elite Game aux éditions Addictive, je vous mets également le compte Instagram de l'autrice Antinea Kane en description si vous voulez aller voir, et un lien si vous voulez acheter le livre par curiosité, et croyez-moi ça vaut le coup. Quant à nous, on plonge tout de suite dans notre histoire. Au sud-ouest des États-Unis, dans la chaleur de l'Arizona et à une centaine de kilomètres de Phoenix, se trouve la petite ville de Prescott Valley. La commune de 36 000 habitants est presque isolée, cernée par deux petites chaînes montagneuses, formant une cuvette où la ville a pu s'établir. Là-bas, il fait bon vivre. La météo est clémente, avec presque 9 mois d'ensoleillement par année. Il y a de magnifiques randonnées à entreprendre en sillonnant les montagnes ou en parcourant le désert alentour. Et bien sûr, les habitants bénéficient du calme ambiant. Ce sont tous ces aspects qui ont certainement convaincu le couple que forment Jack et Helen Court de déménager à cet endroit afin de profiter paisiblement de leur retraite. Durant le mois de juillet 1994, un dimanche, le couple décide de rafraîchir son domicile. Et pour y parvenir, ils ont besoin de peinture. Cela tombe bien, des marchés où il y a toutes sortes d'objets à vendre sont régulièrement organisés dans la ville. L'un de ces marchés est dédié au matériel de bricolage. C'est à celui-ci que Jack et Helen se rendent pour tenter de trouver la peinture qui leur plaira. Ils sont des habitués, ils connaissent la plupart des vendeurs, mais ce jour-là, le stand qui retient leur attention est tenu par une personne qui leur est inconnue. Helen, intéressée par la peinture que l'homme met en vente, discute avec lui. Il se présente, il s'appelle John, et visiblement il a ce qu'il faut pour la maison des deux retraités. Le couple a besoin de plusieurs pots de peinture, le vendeur annonce qu'il dispose de la quantité nécessaire, mais qu'elle est stockée en partie chez lui. Jack et Helen suivent donc John jusqu'à son domicile pour récupérer le matériel. Une fois à destination, ils stoppent leur véhicule proche de l'allée et suivent John afin de charger les pots. C'est alors qu'en traversant la propriété, Jack remarque un camion jaune garé, et surtout il y a de mauvaises herbes qui poussent au niveau des pneus de celui-ci. L'homme décide de garder ses questions pour lui, bien qu'elles lui brûlent les lèvres, et récupère ce qu'il est venu chercher avec sa femme. Une fois la transaction terminée, il remercie John, puis remonte dans leur voiture. Jack démarre, et aussitôt demande à sa femme si John avait bien mentionné le fait d'avoir emménagé dans cette maison 6 mois auparavant. Hélène confirme, mais ne comprend pas où veut en venir son mari qui lui explique alors qu'il pense que le camion se trouvant dans l'allée du domicile de John est certainement volé.
Jack a eu la présence d'esprit de relever le numéro d'immatriculation. Le lendemain, le couple rencontre un ami qui, hasard de la situation, est policier et logiquement mentionne le camion étrange aperçu la veille chez le vendeur de peinture. Cet ami est non seulement policier, mais en plus responsable du service des véhicules volés à Phoenix. Il ne s'agit pas de Prescott Valley, mais il est facile pour un policier de transmettre le mot à ses collègues pour une vérification. C'est ce qui est fait. Lorsque les forces de l'ordre entrent le numéro de la plaque d'immatriculation relevée par Jack, elles découvrent que l'homme a eu un flair inouï, dans la mesure où ce camion a bien été déclaré volé 6 mois auparavant. Évidemment, dans la foulée de cette découverte, une patrouille de police est envoyée sur les lieux afin de contrôler le propriétaire du camion pour qu'il justifie de sa présence sur son terrain et s'il n'est pas capable de le faire, procéder à son arrestation pour vol. Les agents débarquent donc devant la maison de John. Ils s'annoncent, mais personne ne répond. Il semble que les lieux soient vides. Le camion, en revanche, est toujours là. En l'observant, il y a des éléments qui attisent la curiosité des policiers. Tout d'abord, une forte quantité de produits chimiques se trouve à proximité. Ensuite, il y a le câble d'une rallonge qui sort de l'arrière du camion. Cela laisse penser aux hommes des forces de l'ordre qu'un laboratoire clandestin pourrait avoir été installé ici. Autrement dit, quelqu'un pourrait être en train de fabriquer de la drogue. Si tel est le cas, cela rebat les cartes. La patrouille de police arrête son investigation pour prévenir l'unité qui sera plus à même d'intervenir, la brigade anti-stupéfiants. Dans l'heure, les effectifs de l'unité spécialisée arrivent sur les lieux et ont face à eux cet énorme camion. Ils sont armés d'un mandat de perquisition leur permettant de fouiller l'extérieur de la propriété. L'arrière de celle-ci est rempli de matériel de bricolage. Mais ce qui intéresse particulièrement les agents des stupes, c'est bien ce camion jaune. Il est finalement ouvert et à l'intérieur de celui-ci se trouve un gros congélateur. Personne n'a encore idée de ce qu'il contient. En revanche, les policiers sont impatients de le découvrir parce qu'ils pensent qu'ils viennent de mettre la main sur une énorme quantité de drogue. C'est bientôt la fin du suspense. Le congélateur est ouvert. À l'intérieur, il y a plusieurs sacs plastiques noirs. Ils sont si nombreux et pleins qu'ils remplissent entièrement le congélateur. Si c'est de la drogue, il y a forcément quelque chose qui l'accompagne, parce que l'odeur est étrange. En bougeant les sacs, l'un des policiers aperçoit du sang congelé au fond de l'appareil. Ils ne sont pas surpris, il se pourrait que ce soit un braconnier finalement. La chasse dans les environs est très répandue et ce ne serait pas la première découverte du genre. Mais rapidement, les policiers comprennent que leur affaire n'a rien à voir avec de la chasse illégale, puisqu'en découpant l'un des sacs, c'est un bras humain qui en est extrait. C'est le choc. Les autres sacs sont ouverts, à l'intérieur il y a un corps entier, a priori celui d'une jeune femme. C'est même certain quand la tête de cette dernière est dévoilée en notant le sac qui la recouvrait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Qui est cette femme dans ce congélateur? A-t-elle été assassinée? Autant de questions qui sont loin de trouver une réponse. Le seul point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est l'horreur de la situation dans une ville absolument pas habituée à ce genre de faits macabres. Trois ans avant la terrible découverte du camion et du corps congelé qu'il contient, à Newport Beach, à plus de 600 km de Prescott Valley, la famille Hubert vient d'acquérir une maison dans la prestigieuse ville et s'apprête à s'installer. Denis et sa femme Yon sont ravis d'offrir à leur fils et leur fille cette nouvelle vie, certes loin de leur Texas natal, mais avec une qualité de vie supérieure. À quelques kilomètres à peine de Los Angeles, c'est un endroit idéal pour de nouvelles opportunités. D'ailleurs, Denise, la fille du couple, réussit parfaitement son parcours scolaire, si bien que cela lui ouvre les portes de l'université californienne d'Irvine, juste à côté de Newport Beach. Là encore, tout se passe à merveille. Durant le cycle universitaire, elle vit chez ses parents, elle travaille à côté, puis obtient son diplôme. Après ça, elle ne quitte pas immédiatement son emploi d'appoint au sein de son restaurant. Elle profite encore un peu, en même temps qu'elle se met à chercher un poste dans le domaine qu'elle a étudié. Mais en attendant, elle va à la plage, fait la fête avec ses amis et jouit des bonheurs de la vie en Californie. Le lundi 3 juin 1991, c'est une journée comme une autre qui débute en Californie. Il fait beau, le soleil réchauffe l'atmosphère et la matinée s'apprête à être radieuse. À 7h30 du matin, Yon, la mère de Denise, est déjà réveillée. Elle sait que la veille, sa fille s'est rendue à un concert et jette un coup d'œil rapide dans sa chambre, comme elle le fait souvent.
À sa grande surprise, sa fille n'est pas dans son lit. Elle ne s'en fait pas non plus, il est possible qu'elle ait passé la nuit chez Tammy, l'une de ses meilleures amies, avec qui elle passe énormément de temps. Tout le monde fait sa journée. Le soir venu, Yon rentre du travail et demande à son époux, déjà à la maison, si leur fille est rentrée depuis tout ce temps. Et il répond que non. L'angoisse prend place dans la pièce avec les deux parents qui se regardent de façon inquiète, parce que ce n'est pas normal. Denise ne disparaît pas ainsi, sans donner de nouvelles sur l'endroit où elle se trouve, ou sans prévenir si elle doit s'absenter plusieurs jours. La mère saisit le téléphone et son premier réflexe est d'appeler les amis de sa fille, avec qui elle aurait pu aller au concert. Évidemment, le plus gros espoir dans cette campagne téléphonique, c'est le contact de la meilleure amie de Denise, Tammy. Et quand cette dernière annonce qu'elle n'a pas de nouvelles de leur fille, c'est la panique qui gagne la famille Hubert. Ils apprennent cependant que Denise serait restée jusqu'à la fin du concert avec un ami et collègue de travail nommé Rob. Il est aussitôt contacté. Il confirme avoir été au concert avec Denise, mais la jeune femme l'a simplement déposée après le spectacle, et quand elle est repartie, tout semblait normal. Peut-être alors que c'est sur le trajet retour qu'un événement s'est produit. Avec la fatigue, à une heure tardive, il est possible qu'un accident se soit produit, ce qui expliquerait le silence radio depuis presque 24 heures, dans le cas où elle serait hospitalisée. Les parents décrochent à nouveau le téléphone afin de contacter tous les hôpitaux du coin, avec pour objectif de localiser enfin leur fille et s'assurer de son bien-être. Chaque appel débouche sur un échec. Aucun établissement de santé n'a accueilli de jeune femme du nom de Denise Hubert, ou répondant à sa description. Les heures s'écoulent et il est impossible d'obtenir le moindre indice sur l'endroit où leur fille pourrait se trouver. L'anxiété monte en flèche, y compris chez Tammy, l'amie de Denise, qui décide alors de refaire le parcours depuis le lieu du concert vers sa maison pour comprendre ce qui a pu se passer. Tammy roule donc depuis la salle où l'événement a eu lieu. Elle fait bien attention au moindre élément qui pourrait être un indice sur la localisation de son amie. Elle passe par l'endroit où Rob a été déposé, mais il n'y a rien. Et cela semble logique si l'on suit les dires du jeune homme. Elle remonte ensuite la route jusqu'au domicile de Denise. C'est alors que le téléphone des Hubert se met à retentir. C'est Tammy. Elle annonce aux parents qu'elle vient de retrouver la voiture de leur fille sur le bas-côté de la route. Sans perdre un instant, Denise et Yon montent dans leur voiture pour rejoindre Tammy et découvrent le véhicule de leur fille totalement vide. Rien ne permet de comprendre ce qui a pu se passer. La voiture est juste vide. D'ailleurs, c'est ce point qui inquiète particulièrement les parents de la jeune femme. Pourquoi aurait-elle laissé sa voiture ainsi, au milieu de nulle part ? Il s'est produit quelque chose ici, mais personne ne peut savoir quoi exactement. En observant plus attentivement, les parents remarquent que l'un des pneus de la voiture est totalement dégonflé. À l'intérieur, il y a une paire de collants qui se trouve sur le côté passager. Mais ce n'est pas réellement un indice, parce que Denise avait pour habitude de les ôter afin d'être plus à l'aise pour conduire. Ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur de la voiture qui intrigue, finalement, mais ce qu'il manque, c'est-à-dire ses clés ou encore son sac à main. Si elle était partie avec ses affaires pour trouver de l'aide après une crevaison, il y a bien longtemps qu'elle serait rentrée à la maison. Il est difficile de comprendre pour les parents qui sont totalement désemparés. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour eux, désormais, contacter la police. Lorsqu'ils appellent, les agents qui reçoivent leur coup de téléphone partagent l'inquiétude des parents lorsque ceux-ci décrivent précisément les événements dans leur chronologie. La disparition est considérée comme inquiétante. Des enquêteurs sont envoyés sur le lieu de l'abandon de la voiture de Denise. Le véhicule est fouillé, en plus des collants et du pneu crevé, les policiers découvrent que la batterie est totalement vide. Les feux du véhicule ont donc dû rester allumés un long moment. Hormis ceci, aucun signe de la jeune femme. Puisque cela ne fait que quelques heures qu'elle a disparu, elle pourrait encore se trouver dans la zone. Des hélicoptères sont envoyés afin de ratisser le secteur à sa recherche. Malheureusement, le soutien aérien ne donne aucun résultat. C'est donc au tour des équipes cynophiles d'entrer en jeu. Les chiens sont plus efficaces parce qu'ils parviennent à détecter l'odeur de la jeune femme qu'ils pistent sur une centaine de mètres. Et l'espoir renaît. Il s'effondre rapidement lorsque la piste se stoppe brusquement au milieu de nulle part. C'est extrêmement frustrant parce que Denise s'est bien trouvée ici. Et comment aurait-elle pu disparaître de la sorte ? Impossible à savoir pour le moment. C'est comme si elle s'était volatilisée sans explication.
Les recherches sont abandonnées. Si ni les hélicoptères, ni les chiens n'ont été capables de remonter la trace de Denise, personne ne le peut dans l'immédiat. Le lendemain matin, les enquêteurs se présentent au domicile de la famille Hubert. Ils ont énormément de questions à poser aux parents pour tenter de comprendre ce qui aurait pu se produire ce soir-là. Les policiers essayent de se renseigner sur le passé de la jeune femme, si elle est en conflit ouvert avec une autre personne actuellement, s'il y a un ex-petit ami jaloux ou une personne qui pourrait envier sa réussite. Mais les parents sont incapables d'indiquer la moindre chose de la sorte aux inspecteurs. Denise est une personne agréable, elle n'a pas d'ennemis, au contraire, elle sort beaucoup, profite de la vie, et ses parents sont témoins de tout ceci. Elle est ouverte également, et si elle devait faire face à un problème, elle en aurait parlé avec eux. Le seul élément qui est rapporté aux policiers, c'est le fait qu'elle travaille dans un restaurant nommé la Fabrique de Spaghettis. Là-bas, elle s'est fait plusieurs amis, mais en dehors de cela, rien d'exploitable. Les enquêteurs s'intéressent donc à l'emploi du temps de la jeune femme le soir de sa disparition. Ils demandent à Denis et Yon de raconter le dernier moment où ils ont vu leur fille. Ces derniers expliquent que c'était le dimanche, le même soir où elle devait se rendre au concert. Ils indiquent qu'elle avait prévu de s'y rendre avec Rob, un ami du restaurant où elle est employée. C'est un ami proche, alors ils se sont sentis rassurés. Les parents détaillent aussi aux policiers la tenue de leur fille pour ce concert. Elle était vêtue d'une robe noire, accompagnée d'une veste de la même couleur, ainsi que de collants. Sa parure était composée d'un collier en forme de cœur et d'une bague formant un dauphin. Après s'être habillée, Denise a annoncé à ses parents qu'elle sortait. Elle leur a souhaité une bonne soirée, puis a quitté la maison avant de disparaître. A priori, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, pourtant, les policiers ont de quoi faire, et en retournant au poste de police, ils font un détour pour récupérer un suspect à leurs yeux. Les parents de la jeune femme disparue n'ont pas révélé énormément d'indices exploitables aux enquêteurs, mais ceux-ci ont quand même décelé une piste. Parce que ce ne sont pas les parents de Denise qui l'ont vue en dernier, mais ce jeune homme nommé Rob qui l'a accompagné au concert. C'est donc à lui désormais de répondre aux questions des policiers. C'est pour cette raison qu'il est conduit au poste de police. Le jeune homme est à présent assis en face des enquêteurs. Il est rapidement établi qu'il s'est rendu au concert avec Denise. Ce qui intéresse la police, c'est ce qu'il s'est passé ensuite. Rob dit qu'après le spectacle, lui et son ami se sont rendus à un bar du coin pour prolonger la soirée. Après avoir bu un verre ou deux, c'était le clap de fin, et Denise a ramené le jeune homme chez lui, et il est descendu de la voiture à 2h05 précisément. Il le sait parce qu'au moment de descendre du véhicule, son regard a été attiré par la luminosité de l'horloge, qui indiquait donc 7h06. Et travaillant le lendemain, il comptait déjà les heures de sommeil lui restant avant de devoir se réveiller, certainement difficilement. Ce sont des premières informations intéressantes, mais pour en obtenir plus, les enquêteurs exercent une pression plus intense sur Rob afin de comprendre la relation qu'il entretient avec Denise. Ce sont des questions qui mettent mal à l'aise le garçon, mais il finit par reconnaître qu'il a effectivement le béguin pour son ami et collègue de travail. Seulement Denise n'a jamais voulu transformer cette amitié en romance. Elle a été très claire avec Rob, ils seront amis et cela s'arrêtera là. Rob est donc la dernière personne à avoir aperçu Denise vivante. Il reconnaît, après quelques questions musclées de la part des policiers, avoir une attirance pour la jeune femme, mais celle-ci a rejeté ses avances. L'investigation semble avancer rapidement, et le jeune homme, après ses premières minutes d'interrogatoire, devient suspect. Il faut dire que ce ne serait pas la première fois pour les policiers qu'un crime soit commis sur les bases d'un tel mobile. Les inspecteurs se demandent s'il n'y aurait pas un triangle amoureux avec un autre collègue de travail, ou une jalousie de la part de Rob qui aurait tenté une nouvelle fois de faire des avances à Denise avant d'être repoussé. Cela aurait été la goutte d'eau faisant déborder le vase, et voyant rouge, le jeune homme aurait commis l'irréparable. Si c'est ce qui est arrivé, les enquêteurs sont à peu près certains qu'en lui mettant une pression phénoménale lors de cet interrogatoire, Rob finira par faire le faux pas qui le condamnera. Soit il se trompera dans sa version à force de se répéter, soit il craquera en voyant que les policiers ne le lâchent pas. Pourtant, le jeune homme tient bon. Il ne se trompe pas dans ce qu'il dit et répète. Surtout, il insiste sur un point.
Il n'était même pas censé aller au concert avec Denise. Il ne l'a accompagnée que parce que son petit ami, Steve, ne pouvait pas l'y emmener. Steve est barman. Il avait obtenu des billets pour le groupe de musique préféré de sa petite amie, mais au dernier moment, il a dû se désister. Et c'est lui qui a sollicité Rob pour accompagner Denise au spectacle. Les enquêteurs doutent de ce que leur raconte le jeune homme. Ils lui demandent s'il serait enclin à passer au détecteur de mensonges. Et le garçon acquiesce. Rob réussit parfaitement le test. En parallèle, des agents ont demandé la version de Steve, qui confirme les propos de Rob sur les billets et le concert. A priori, le suspect n'en est plus un. Il n'y a rien qui le relie à un possible crime, sa version est crédible et même corroborée par un témoin. Il faut chercher ailleurs. Mais une autre piste est toute trouvée. Rob dit la vérité. Steve lui a demandé de le remplacer pour aller au concert avec sa petite amie. Et ce comportement est curieux pour les enquêteurs. Pourquoi Steve n'accompagne-t-il pas Denise au concert alors qu'il a acheté les billets exprès ? Lui aussi travaille au restaurant avec Denise. C'est là-bas qu'il a fait sa connaissance, tout comme celle de Rob. Les parents de la jeune femme affirment qu'ils n'ont jamais eu de mauvais échos à propos de ce garçon de la part de Denise. Au contraire, elle semblait heureuse de l'avoir rencontré. Il faut tirer cette situation au clair. Les inspecteurs, comme dans le cas de Rob, n'hésitent pas une seconde à faire s'asseoir Steve dans l'une de leurs salles d'interrogatoire pour le faire parler. Il confirme qu'il est celui ayant acheté les billets de concert. Il affirme aussi qu'il a demandé à Rob de s'y rendre parce qu'il ne pouvait pas y aller. La raison de son empêchement était qu'il devait tenir le bar du restaurant le même soir que le spectacle. Ne voulant pas décevoir sa petite amie, il a fait appel à Rob pour l'y emmener. Les policiers vérifient donc si effectivement il a travaillé ce soir. Et c'est le cas. Le jeune homme était bien présent derrière le bar. Plusieurs témoins confirment sa présence. Un recoupement entre sa situation géographique, les témoignages et les éléments apportés par Rob montre qu'il est impossible pour Steve d'être entré en contact physiquement avec Denise le soir de sa disparition. C'est encore une fois une fausse piste. La police se retrouve dans l'impasse. Au même moment, les médias se saisissent de l'affaire qui intrigue toute la population de Newport Beach. À Orange County, il n'y a pas beaucoup de crimes, ni de disparitions. Les faits divers ne sont pas ceux qui occupent majoritairement l'espace médiatique habituellement. La presse rapporte donc la disparition inquiétante de Denise. Ses parents apparaissent à la télévision pour essayer de faire bouger les choses, et cela a plusieurs conséquences. La première, cela informe un nombre maximum d'habitants du coin afin qu'ils ouvrent l'œil ou apportent des éléments s'ils en possèdent. La seconde, cela crée un sentiment de panique parmi la population, et notamment les jeunes femmes qui sortent le soir. Dans les grandes villes américaines, comme la voisine Los Angeles, ce genre d'actualité est malheureusement monnaie courante, et naïvement, beaucoup d'habitants pensaient que cela ne pouvait pas se produire chez eux. Mais c'est bien arrivé. La police place tout en haut des hypothèses celle de l'enlèvement. Les autorités n'arrivent pas à se convaincre que la jeune femme serait simplement partie de son plein gré après avoir laissé sa voiture ainsi sur le côté de la route, surtout avec sa situation personnelle qui semble agréable. Cela ne colle pas, et il faut donc découvrir qui aurait pu s'en prendre à elle, pourquoi et quand. Pour relancer l'enquête, les inspecteurs repartent de l'élément le plus concret dont ils disposent, la voiture de Denise. Elle a été retrouvée sur une route totalement isolée. Ils en déduisent donc que seules les personnes habituées de ce chemin devraient l'emprunter, ou en tout cas majoritairement ce genre d'automobilistes. Les enquêteurs utilisent alors une méthode radicale. Ils placent des agents sur cette route pendant plusieurs jours. Ceux-ci récoltent les plaques d'immatriculation de chaque véhicule. Grâce à ces renseignements, une lettre est envoyée à tous les propriétaires de ces voitures en vue de solliciter leur aide sur l'affaire. Puisqu'ils empruntent régulièrement ce passage, peut-être ont-ils aperçu Denise, sa voiture, un individu avec elle ou tout autre élément pouvant débloquer l'investigation. C'est un travail monumental parce que nous parlons là de plusieurs centaines de témoins potentiels. La police contacte des centaines de personnes, mais reçoit en retour des milliers de tuyaux à propos de la disparition de la jeune femme. Malgré cet engouement pour l'affaire et cette mobilisation générale pour tenter d'élucider le mystère derrière l'affaire Denise Hubert, il n'y a aucune piste sérieuse qui est retenue. C'est toujours l'impasse.
Bien que les enquêteurs soient convaincus de la nature criminelle de cette disparition, ils sont dépourvus de preuves permettant d'étayer une telle théorie. Et dans ce cas, l'affaire est classée sans suite. Trois ans plus tard, à Prescott Valley, en Arizona, les policiers se retrouvent avec une affaire particulièrement morbide lorsqu'ils retrouvent le corps d'une jeune femme congelée. Celle-ci est à genoux dans l'appareil, tête vers le bas, les bras attachés dans son dos à l'aide de menottes. En retirant le sac plastique se trouvant sur sa tête, les policiers découvrent un bâillon. Un large morceau de ruban adhésif recouvre sa bouche. À l'intérieur, quelque chose y avait été enfoncé, manifestement. À ce stade, il est évident que les enquêteurs se trouvent face à une personne ayant subi un crime. C'est un homicide sur lequel ils enquêtent désormais. Tandis que le lieu est analysé, une voiture se gare devant l'allée où se trouve le camion jaune. L'un des enquêteurs se dirige vers l'homme au volant qui descend du véhicule et lui demande de s'identifier. Il se présente comme étant John Famalaro, c'est chez lui ici, et demande ce qu'il se passe. Le policier lui indique calmement que le véhicule garé dans son allée a été déclaré volé. Famalaro lui rétorque qu'il n'a simplement pas encore trouvé le temps de ramener le camion et qu'il n'avait pas l'intention de dérober quoi que ce soit. L'inspecteur lui dit qu'il comprend bien, mais ce véhicule a été déclaré volé et il va être rapatrié. Bien sûr, il sait qu'il y a un cadavre dans le camion et il se doute que ce John Famalaro aussi. Sauf que ce dernier ne semble pas du tout paniqué par la présence policière, ce qui devrait être le cas en toute logique. Mais non, il est calme, répond à toutes les questions du policier et semble vouloir coopérer. Volontairement, l'inspecteur ne parle pas du corps congelé. Il explique à Famalaro qu'il va devoir être emmené au commissariat pour répondre à des questions et l'homme ne pose aucune résistance. Il est donc conduit dans une salle d'interrogatoire. Les policiers débutent doucement, en lui posant des questions banales, sur son identité, son lieu de résidence, ce genre de formalités. Ensuite, ils demandent à leur suspect ce qu'il peut dire à propos du camion retrouvé chez lui, et déclaré comme volé. L'homme répète ce qu'il a dit aux enquêteurs quelques minutes auparavant. Il n'a pas eu le temps de ramener le véhicule et n'avait aucunement l'intention de le voler. Les inspecteurs notent sa réponse. Ils enchaînent et le questionnent donc sur le congélateur dans le camion. À cet instant, John Famalaro se fige. Il fixe les policiers avant de leur annoncer qu'il n'a plus rien à ajouter et demande à ce qu'un avocat lui soit envoyé. Les enquêteurs n'insistent pas plus. S'il souhaite un avocat, il lui sera fourni. De toute manière, ils n'ont pas besoin que leur suspect parle. Il l'a déjà fait. Il a reconnu que le camion avait été loué par ses soins, qu'il ne l'avait jamais rapporté non plus. Le congélateur installé à l'intérieur est relié par une rallonge directement à sa maison. Le cadavre qui se trouve dans l'appareil est celui d'une femme qui, à l'évidence, est la victime d'un homicide. Par conséquent, les policiers placent en état d'arrestation John Famalaro pour le vol du camion et surtout pour meurtre. Dans la foulée de cette arrestation, et pour consolider le dossier, le corps est évidemment envoyé chez le médecin légiste du comté. Seulement, comme il a été congelé, il faut patienter au moins 2 jours avant de pouvoir pratiquer l'autopsie, celle-ci étant impossible dans ces conditions. Pas question de rester les bras croisés en attendant les résultats du médecin légiste. Les policiers obtiennent un mandat afin de perquisitionner la maison de Falamaro, y compris l'intérieur de celle-ci cette fois-ci. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils vont trouver des choses absolument immondes. Si un corps mutilé se trouvait à l'intérieur d'un congélateur à l'extérieur de la propriété, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Pour le savoir, les forces de l'ordre pénètrent le domicile du suspect. Dedans, c'est un bazar sans nom. Il y a des tonnes d'objets empilés les uns sur les autres. Rien n'est à sa place. Tout semble avoir été simplement jeté à un endroit. C'est totalement encombré. Parmi tous ces objets, il y a énormément d'armes, des pistolets, un fusil, des couteaux de combat, qui sont évidemment saisis immédiatement. Mais cela démontre que John Falamaro, si quelqu'un en doutait encore, apparaît être une personne dangereuse. Lors de la perquisition, les policiers descendent inspecter le sous-sol du suspect. Ils y trouvent une boîte avec l'inscription Noël dessus. Mais à l'intérieur, c'est tout sauf la féerie des fêtes de fin d'année, puisqu'un marteau y est découvert avec sur celui-ci du sang et ce qui ressemble à des morceaux de peau.
Partout dans la maison sont également retrouvés des objets qui ne semblent pas avoir leur place ici, comme de nombreux habits féminins, des sacs à main, plusieurs cartes de sécurité sociale, tout au nom de jeunes femmes également. Tous ces indices laissent fortement suggérer que la victime découverte dans le congélateur du camion n'est certainement pas la seule. Il se pourrait même que les policiers viennent d'entrer dans la tanière d'un tueur en série particulièrement prolifique si l'on en croit les preuves récoltées. Il faut tout récupérer, et surtout analyser le moindre centimètre carré. Et ce n'est pas une mince affaire, la maison est grande, elle est désordonnée, et il faut tout répertorier à la main. En fouillant dans le sous-sol, l'un des policiers tombe sur une plaque de bois qui semble recouvrir quelque chose. En la soulevant, il a l'impression qu'une sorte de pièce creusée en contrebas a été dissimulée à cet endroit. C'est curieux et effrayant à la fois quand on sait le contexte autour de cette perquisition. Les enquêteurs imaginent qu'il pourrait y avoir d'autres dépouilles dans cette partie de la maison et ne perdent pas une seule seconde pour commencer à creuser l'endroit. Des unités canines sont également appelées en renfort pour que le flair des chiens aide à savoir si des cadavres pourraient encore être cachés quelque part. Le sous-sol est passé au crible, évidemment, mais aussi l'extérieur de la propriété pour tenter de dénicher un cadavre supplémentaire. Malheureusement, même avec l'aide des chiens, aucun autre reste humain n'est découvert. Alors pourtant que tout dans cette maison laisse penser que John Falamaro a commis un véritable carnage. En sachant cela, les policiers décident de solliciter l'aide de plusieurs autres agences à travers le pays. Falamaro a très bien pu agir à différents endroits des États-Unis. A priori, il n'hésite pas à bouger puisqu'il n'est arrivé à Prescott Valley que depuis 6 mois. C'est alors que les policiers reçoivent un témoignage accablant. Une jeune femme leur confie qu'elle a rencontré un homme à Phoenix. Un soir, ils sont partis tous les deux dans la voiture de ce dernier, qui a conduit jusqu'au désert où, au bout d'un certain temps passé ensemble, il a commencé à étrangler la jeune femme. Elle s'est débattue pour faire lâcher prise à son assaillant, ce qu'elle est parvenue à faire. Ensuite, elle est sortie de son véhicule partiellement dénudée et a couru dans le désert pour sauver sa vie. Les enquêteurs lui présentent plusieurs photos de suspects. Elle n'hésite aucunement au moment de pointer le portrait de John Falamaro pour désigner son agresseur. Plusieurs témoignages de la sorte remontent à la police de Prescott Valley. Une femme aurait été ligotée contre sa volonté à un lit, une autre attachée plus de 4 heures de suite dans une pièce, et ce se serait passé à New York cette fois-ci. Les inspecteurs sont de plus en plus convaincus qu'ils ont affaire à un tueur en série. Les policiers ont beau être convaincus que John Falamaro est un tueur en série, pour l'instant, ils n'ont pas de quoi le prouver. Ils n'ont même pas de quoi prouver son implication dans le meurtre de la jeune femme retrouvée dans le congélateur, et c'est bien par là qu'il faut commencer. Avec les objets retrouvés chez Falamaro, les enquêteurs sollicitent les autres services de police du coin afin de savoir si un signalement correspondant à l'une des femmes identifiées grâce à ses affaires personnelles retrouvées chez le suspect existait dans leur base de données. Ils contactent donc leurs homologues, y compris le commissariat de Newport Beach en Californie. Là-bas, on leur demande si le nom de Denise Hubert leur évoque une affaire. Évidemment que ce nom leur évoque une affaire, celle qui a été la plus médiatisée de la petite ville. Chez Falamaro, le sac à main de Denise a été retrouvé. Sa robe noire ainsi que sa veste de la même couleur qu'elle portait pour se rendre au concert ont été découvertes dans la maison du suspect. Ces 2 habits étaient toutefois tachés de sang. Ce n'est pas tout. Le collier en forme de cœur et la bague formant un dauphin sont également retrouvés là-bas. Falamaro a aussi conservé des articles de presse relatant la disparition de Denise. Il semblait s'informer régulièrement à propos du sort de la jeune femme. Il y a donc de fortes chances pour que le corps découvert dans ce congélateur soit en réalité celui de la jeune femme disparue depuis près de 3 ans désormais. Il n'y a qu'un seul moyen pour le savoir, et les policiers de Newport Beach se hâtent de rejoindre Prescott Valley pour obtenir les résultats de l'autopsie et identifier Denise Hubert s'il s'agit bien d'elle. Les empreintes digitales du dossier de Denise sont comparées à celles de la victime inconnue dans le congélateur. Il n'y a plus aucun doute possible, c'est bien Denise Hubert qui a été assassinée puis placée dans ce congélateur. Le meurtre n'est plus discutable après l'examen du médecin légiste. Ce dernier conclut que la mort de la jeune femme fut atroce.
Elle a été sévèrement frappée au niveau du crâne, avec ce qui s'apparente à un marteau. Sous les coups, son crâne s'est brisé à 3 reprises. La douleur a dû être intense, ce qui explique l'abondance de sang découverte dans le fond de l'appareil où le corps se trouvait. Le mobile de ce meurtre est également découvert par le médecin légiste, puisque Denise a été agressée sexuellement. Falamaro a donc tué pour assouvir ses pulsions. C'est une nouvelle qui déchire bien évidemment le cœur de la famille Hubert, qui avait encore espoir de retrouver leur fille vivante. Malheureusement, elle a croisé la route d'un terrible prédateur ce soir-là. Il y a un corps, un suspect, et maintenant il faut trouver le maximum de preuves pour connecter les deux ensemble et faire condamner John Falamaro pour son acte. Alors bien sûr, il y a déjà de nombreuses preuves accablantes, comme le camion, les effets personnels de Denise en sa possession, mais les policiers souhaitent comprendre pourquoi c'est Denise qui est tombée dans ses filets. Les enquêteurs découvrent que Falamaro possède un lieu de stockage dans un entrepôt situé à Orange County. Là-bas, il entrepose les pots de peinture qu'il revend, mais ce qui saute aux yeux des policiers, c'est la localisation de cet endroit qui ne se trouve qu'à une poignée de minutes du lieu où la voiture de Denise fut repérée par son ami Tammy. Un mandat de perquisition est donc réclamé auprès d'un juge afin de fouiller cet entrepôt qui pourrait cacher des indices potentiels. Une fois à l'intérieur, il est évident que l'espace de stockage a en partie été modifié. Il y a un coin qui ressemble à une chambre de fortune. Les experts scientifiques sont également présents pour relever la moindre preuve médico-légale. Le luminol, cet agent chimique révélant les fluides corporels humains et notamment le sang, est aspergé partout. Il révèle du sang en forte quantité. L'ADN est prélevé. Ce sang appartient à John Falamaro, mais également à Denise Hubert. Les enquêteurs viennent de découvrir le lieu du crime de la jeune femme. Grâce à ce dernier élément, les inspecteurs sont capables de reconstituer entièrement le meurtre de Denise Hubert. Le soir du concert, la jeune femme a déposé Rob, puis elle est repartie en direction de chez elle. Manque de chance, au cours du trajet, elle subit une crevaison. Elle se stoppe donc sur le côté pour observer son pneu. Au même moment, John Falamaro est en chasse. Lui aussi emprunte cette route et tombe nez à nez avec Denise. Il ne perd pas de temps puisqu'il la frappe avec son marteau immédiatement. La jeune femme s'évanouit, Falamaro tire son corps jusqu'à sa voiture. Les marques sur les chaussures de Denise prouvent cet acte. Elle a ensuite été menottée puis transportée jusqu'à l'entrepôt de stockage qui, en pleine nuit, est un endroit totalement isolé. Là-bas, Denise a repris connaissance. Falamaro l'a violée, mais la jeune femme ne s'est pas laissée faire, se battant pour sa vie et blessant ainsi son agresseur. Finalement, il prendra le dessus et la tuera à coups de marteau. C'est alors qu'il a placé le corps de Denise dans le congélateur. L'appareil a été stocké dans le camion ensuite. Falamaro a demandé à 2 personnes de conduire le camion jusqu'en Arizona avec le cadavre de Denise à l'arrière. Il a bien précisé de s'arrêter toutes les heures pour brancher le congélateur. Il aurait expliqué avoir une grosse quantité de viande qu'il ne voulait pas perdre, et les 2 jeunes hommes embauchés pour la tâche ont respecté les consignes. Ce n'est que par hasard que 3 ans plus tard, parce que John Falamaro a amené le couple que forment Jack et Helen Court chez lui, que son meurtre horrible a été découvert. Il reste une énigme cependant. Pourquoi avoir voulu conserver à tout prix le corps de la pauvre Denise Hubert 3 ans durant ? Les enquêteurs supposent que Falamaro avait des projets pour le corps de Denise. Il était en train de construire une pièce dans le sous-sol de sa maison. Qu'allait-il faire précisément ? Impossible de le savoir. En revanche, il est certain que ces actes auraient été ceux d'un déséquilibré. Le lundi 18 juillet 1994, John Falamaro est présenté devant un tribunal pour répondre de l'accusation pour meurtre qui pèse sur lui. Étonnamment, et presque dans une atmosphère de défi, l'accusé plaide non coupable, malgré toutes les preuves qui s'accumulent contre lui. Ceci signifie donc qu'un procès se tiendra pour déterminer la culpabilité, ou non, de l'accusé dans le meurtre de Denise Hubert. C'est en 1997 qu'il se tient. Durant 2 semaines, tous les éléments de l'affaire sont présentés à un jury populaire. Le 22 mai, c'est le jour du verdict. Le jury reconnaît John Falamaro coupable du meurtre avec préméditation de Denise Hubert. Le juge présidant cette audience condamne Falamaro à la peine capitale. Le condamné utilisera tous les recours en sa possession pour faire tomber la peine de mort, et la Cour suprême des États-Unis maintient la peine en 2011.
Falamaro attend toujours son exécution aujourd'hui. C'est une demi-victoire pour les autorités. Certes, John Falamaro a été intercepté, puni aussi pour le meurtre de Denise, et combien a-t-il réellement fait de victimes ? Ce qu'il a fait subir à la jeune femme montre un prédateur expérimenté. Il avait un hangar, était en train de préparer une pièce dédiée chez lui, et puis d'autres témoignages de femmes affirment qu'il est un agresseur. Sans oublier, évidemment, tous les objets appartenant à d'autres potentielles victimes chez lui. Matériellement, John Falamaro n'est pas un tueur en série, mais en réalité, dans l'esprit des policiers, il en est un, et vraisemblablement, il a tué plus d'une dizaine de fois. Voici pour cette affaire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, parce que vous êtes fidèle, écrivez camion en commentaire. J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.